Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. Bien, rebonjour. Et nous commençons à ce nouveau instant pour pouvoir annoncer le prochain lauréat des prix Albert Camus, un prix qui est né en 2018 et qui recherche précisément rendre hommage au parcours d'une personne dont l'œuvre dévèle les défis contemporains en reconnaissant la vie et l'œuvre d'un créateur, d'une créatrice, d'un penseur, homme ou femme contemporaine qui soit témoin et acteur de leur temps, comme il l'avait été également Albert Camus. Ce prix, donc, ce qu'il recherche, n'importe quel que soit son domaine de réflexion ou de création artistique, de distinguer une figure importante, comme je vous le dis, en raison de son parcours. En 2018, que nous avons créé ce premier prix, c'est Mohan Hatoum, et dans 2020, le penseur Edgar Morin. C'est un prix donc unique qui est octroyé à une seule personne et qui peut avoir pu se développer dans différentes disciplines, comme ceci a été vu: art plastique, art visuel, littérature, musique, pensée ou encore le journalisme. Cette année-ci, et avec nous notre jury que j'avais demandé d'applaudir et auquel je vais demander de venir avec moi sur scène. Ce jury a été présidé par Judith Carrera, directrice du Centre de culture contemporaine, avec Anne Proutot et Laura Fernandez, Elia Suleiman, le dramaturge, et Ahmed Ghazali, journaliste et écrivain. Et lui, ils ont dû choisir le lauréat qu'ils vont eux-mêmes révéler autour des finalistes suivants: l'artiste plastique Jane Alexander, les écrivains Eri De Luca et Mathias Hénard, la penseure Judith Butler, la chanteuse Maria Del Mar Bonet et la journaliste Gania Moufok. Je demande alors simplement de révéler à présent, s'il vous plaît, le lauréat. Et je vous invite aux 5 du jury, de vous en prie, de venir sur scène. Merci. Bon dia. Bien, bonjour à vous tous et merci de votre assistance et également aux organisateurs de nous avoir invités à intervenir dans ce prix aussi prestigieux. C'est un honneur d'être accompagné par des personnes très chères et admirées par moi. Concernant réunis à Menorque 13 mai 2022, réunis ce jury composé, comme vous disait Judith Carrera, directrice, également par Anne Proutot, Elia Suleiman, Ahmed Ghazali, a choisi de donner le lauréat à Mathias Hénard dans la section littérature. En raison de sa recherche permanente autour de la littérature et de ce qui nous unit comme êtres humains, le fait d'être une voix remplie de voix, de culture et de temps qui, par le biais de la fiction, alimente un humanisme universel. Le jury a évalué
son érudition sans préjudice et qui invite constamment à la connaissance et à l'empathie à travers un langage singulier et une originalité transformatrice qui montre son profond engagement avec le monde. En ce sens, nous le considérons héritier de la pensée d'Albert Camus, capable d'élargir à travers la littérature l'espace partagé entre cultures. Bien, donc en principe se trouve avec nous Mathias. Bonjour Mathias. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Vas-y, oui, vous êtes en direct, allez-y, je vous en prie. Eh bien, merci. C'est un énorme honneur que de recevoir ce prix-là. Non seulement en raison d'Albert Camus, qui est un référent incontournable sans doute, mais aussi par ce jury qui m'a octroyé ce lauréat et par la liste des finalistes présents. Je ne sais pas quoi vous dire, je crois que j'aurais choisi Maria del Mar Bonet, mais bon, c'est pour des raisons personnelles, personnellement. C'est une reconnaissance qui vient à unir deux choses qui sont très importantes pour moi. La Méditerranée, en premier lieu, qui fait partie de ma vie, et la littérature. Et la personnalité d'Albert Camus, c'est-à-dire cette possibilité que peut avoir l'être humain de se rebeller et d'utiliser les instruments qu'il a comme la pensée, l'art, la littérature, l'écriture pour pouvoir changer son entourage et essayer de faire de ce monde un monde meilleur. Actuellement, j'ai dans ma pensée la Palestine, ce qui a lieu en Syrie, dans cette Méditerranée, qui est comme toujours enflammée par des tambours de guerre et au milieu d'une énorme violence. Et j'espère qu'à un moment donné, cela pourrait changer. La littérature peut-être n'est pas la solution ou n'aide pas directement, mais cependant, je crois que la littérature a, oui, cette fonction de nous unir, cette mission de nous rassembler. Justement, elle nous permet de penser davantage, de même envisager un monde meilleur, pas seulement écrire ce qui a lieu aujourd'hui, au quotidien, mais montrer aussi la solidarité artistique, politique, littéraire à l'égard des victimes et aussi la possibilité d'imaginer un avenir meilleur. Merci beaucoup pour ce lauréat. C'est non seulement un grand honneur pour moi, mais qui ensuite, cela a sans doute m'obliger à écrire davantage sur tous ces sujets-là, avec les ombres très grandes, je dis bien, mais aussi l'énorme amitié d'Albert Camus. Grand merci. Bien, merci beaucoup à toi. Je suis désolé que tu ne sois pas ici en présentiel, mais j'espère que l'année prochaine, tu puisses être parmi nous à la fin du mois d'avril avec notre jury et de pouvoir partager cette vision du monde dont nous avons tellement besoin. Merci Mathias. À vous, merci.
Comme je vous annonçais ce matin, l'idée de ces journées-ci était non seulement permettre de vous faire connaître qui sont nos deux grands lauréats, qui sans doute vont nous accompagner tout au long d'une année par rapport à Mathias et IRAP pendant 2 ans, c'est-à-dire ce sont 2 prix qui aussi nous permettent de travailler ensemble pour mettre en fonctionnement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et sans doute l'annonce de ces 2 prix nous permet de voir aussi que malgré tous les aléas du monde actuel, il y a des artistes, des créateurs et des personnes qui, comme Camus, s'obligeaient à eux-mêmes à comprendre plutôt que de juger. Pour Camus, comme vous le savez, l'artiste doit être constamment en dialogue avec le monde, avec l'autre. C'est la responsabilité de l'artiste d'intervenir dans les affaires du siècle, comme il disait. Comme être humain, rompre ce silence et hurler en faveur de ceux qui ne peuvent pas parler. Sans doute l'artiste doit soutenir cette lutte de la vérité. Et c'est exactement ce que nous avons souhaité demander à 2 des membres de notre jury, à Judith Carrera, qui comme directrice du Centre de culture contemporaine de Barcelone, un centre sans doute de référence de la pensée et aussi de l'échange de la production culturelle, et aussi à Ahmed Ghazali comme dramaturge dans cette pratique artistique de la dramaturgie. Et nous avons souhaité leur demander ces postulats camusiens sont-ils toujours actuels et s'ils peuvent nous servir aujourd'hui. Je vous laisse donc avec cette conversation à 2, et pour ceux qui sont arrivés ici la première fois, ce que nous aimons, c'est qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des questions posées, qu'on puisse débattre ensemble. Et puisqu'enfin on a pu se réunir et être actifs dans cet échange, et où eux-mêmes vont nous montrer certaines idées, et évidemment nous allons les écouter pour nous enrichir ensuite. Merci. ¿Sí? Me gusta la cadira vacía. La cadira vacía. Sí, la dejamos. J'aime bien la chaise vide. Sí. Bueno, sorpresas a lo mejor. Des surprises, on ne sait jamais. Bon, peut-être qu'un membre du jury veut nous accompagner. Alors encore une fois, merci pour votre assistance. C'est un honneur d'être ici, à Minorque, dans cette journée de confluence de culture, et d'être accompagné donc par Ahmed Ghazali, dramaturge marocain résident à Barcelone. Nous étions un petit peu impressionnés par ce titre, non seulement par l'ombre d'Albert Camus, mais par la gravité de ce titre. Et nous avons décidé d'articuler cette discussion autour de 2 grands thèmes. Le premier, c'est comment, à partir de notre expérience quotidienne, personnelle, nous vivons la question de la guerre, comment nous l'avons vécue, comment nous la percevons depuis notre lieu géographique et personnel. Et ensuite, dans une deuxième partie, quel pourrait être le rôle de l'art et de la culture face à la violence et à la guerre. Et ensuite, partager un espace de dialogue avec vous tous pour ouvrir cette conversation. Bon, je laisse la parole à Ahmed, qui va nous parler donc de comment aborder cette relation avec le monde de la guerre, de la violence. Merci Judith. D'abord, j'aimerais remercier Sandra
De tous les points de vue, c'est un honneur d'être avec vous, découvrir cette île que je ne connaissais pas. Je connaissais Majorque, mais pas Minorque. Et c'est également un grand honneur d'être avec vous et de vivre l'esprit d'Albert Camus, qui est un auteur que toutes les personnes de ma génération, en tout cas, nous avons tous lu et nous avons grandi avec son œuvre. Avec votre permission, je vais parler français. Je serai plus sûr de mes mots. Sinon, je vais sauter au catalan, castillan, français et ça ne va pas aller. S'il vous plaît, je vais parler en français. Oui, comme dit Judith, le titre de la conférence nous a ébranlé un petit peu parce que moi, la guerre, je ne connais pas. Je n'ai pas vécu la guerre, heureusement pour moi. Et on ne me l'a pas non plus raconté parce que dans certaines familles, vous savez, par exemple, nous, l'expérience qu'on aurait au Maroc, c'est l'indépendance, c'est la guerre d'indépendance. Mais la vérité, c'est qu'au Maroc, le protectorat français n'était pas un grand traumatisme, et donc même si les Marocains aiment parfois gonfler et parler de grande résistance, etc. Et surtout dans mon cas, moi, mes parents vivaient dans la zone rurale, reculée, pendant le protectorat, et donc ils n'ont pas vécu grand-chose. Et donc ils ne m'ont pas raconté passer grand-chose. Et la vérité, c'est que c'est une thématique où je pourrais, sur le plan personnel, je ne trouverai rien à dire. En revanche, il y a quelque chose dans ma vie que je crois me rapproche beaucoup d'Albert Camus, c'est que je vis dans un entre-deux. Moi, j'ai quitté le Maroc à 7 ans, vers l'âge de 18 ans, comme beaucoup de jeunes qui vont faire leur université en France. Et depuis ce temps-là, je ne suis jamais retourné vivre au Maroc. Donc après la France, je suis allé vivre au Canada, ensuite en Espagne depuis une quinzaine d'années, à Barcelone. Et donc je suis dans un entre-deux. Je vis cette réalité camusienne, non, quand on a une double appartenance et qu'on est travaillé par ça toute sa vie. Et on essaye de comprendre ça, surtout qu'on voit que cette double appartenance, elle est toujours présentée comme une source de conflits, de crises, de violence. Alors, c'est une obligation pour moi en tant que personne, dans ma propre vie, mais aussi en tant que dramaturge, dans mon écriture, d'essayer de comprendre cette chose-là. Et je peux dire que c'est ce qui m'a hanté pour tout ce que j'ai fait, toutes mes œuvres. Ma toute première œuvre, elle s'appelle Le Mouton et la Baleine, et elle se passe dans le détroit de Gibraltar. Je me trouve toujours en train de chercher ces lieux qui sont un entre-deux, ces lieux qui n'ont pas une identité claire, qui se trouvent dans une espèce de no man's land. Et l'histoire que j'ai essayé de raconter, c'est à partir d'un fait divers qui est réel. Ça s'est passé en 1990. Une barque de clandestins africains se noie dans le détroit de Gibraltar. Et ça se passait au mois de juin. Et c'était au milieu de la nuit. Et par hasard, il passait un cargo russe par là. Alors le cargo russe essaye de repêcher ce qu'il pouvait faire, non ? Un survivant et le reste, c'est des cadavres. Et à partir de là, le cargo russe essaye de contacter les ports voisins pour essayer de dire, voilà, quelqu'un vient chercher ses corps, nous, on veut continuer notre chemin. Et les ports voisins, vous savez qui sont, non ? Il y a le Maroc, l'Angleterre, à Gibraltar et l'Espagne. Et personne ne voulait venir chercher les corps. Chacun disait, il faut voir avec les autres. Et c'était comme ça. Et j'étais très troublé par ça, je me suis identifié, je crois, à ces clandestins dont personne ne veut. Ces corps-là sur ce pont de ce cargo russe. Et j'ai imaginé qu'est-ce qui pouvait se passer pendant toute la nuit sur ce cargo. Et l'histoire dit que c'est seulement à l'aube que les Marocains sont venus finalement chercher les corps. Donc voilà, c'est une des toutes premières histoires que j'ai écrites, qui a eu pas mal il a été mise en scène par Wajdi Mouawad à Montréal. Et elle a pas mal été jouée un peu en Europe. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet d'actualité.
Par la suite, je me suis intéressé à la immigration subsaharienne. Et là, c'est un autre no man's land, c'est le désert. Vous savez, les immigrés subsahariens, ils traversent tout le désert pour venir jusqu'à l'Afrique du Nord, et de là, ils espèrent passer en Europe. Et il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de gens qui meurent dans cette traversée du désert. Je voulais aussi donner la parole à ce lieu mythique. Et nous avons au Maroc, les touristes qui aiment le désert et qui arrivent jusqu'aux frontières sud du Maroc, il y a une pancarte très célèbre où c'est écrit « Tombouctou, 52 jours à dos de chameau ». Ça existe, si vous allez sur Google, elle est très connue. Au fait, c'est que nos ancêtres, quand ils traversaient le Sahara, ils avaient calculé qu'ils faisaient 52 jours pour arriver de Zagora, qui est, on peut dire, la dernière petite ville avant les dunes sahariennes. Ça leur prenait 52 jours à dos de chameau. J'ai été fasciné par cette pancarte et au fait, elle est le titre de ma pièce. Donc, Tombouctou, 52 jours à dos de chameau, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je me suis vraiment amusé à donner la parole à cette pancarte, à tout ce qu'elle a vécu. Que ce soit elle qui parle, qui dit tout ce qui s'est passé dans ce désert depuis le commerce transsaharien. Nous savons que ce désert a été... il y avait un grand échange, un grand commerce entre les deux rives du désert. Et passant par le colonialisme, les frontières qui ont été imposées, jusqu'à arriver à notre époque, le pétrole, l'immigration subsaharienne, et même le cinéma, les Star Wars qui étaient tournés par là. Donc cette pancarte qui raconte tout ce qu'elle a vécu, l'absurdité des choses qui se sont succédées, j'ai trouvé très intéressant de donner la parole un peu à ça. Et je peux aussi parler d'autres de mes textes. Le ciel est trop bas. Et là, ça se passe dans un avion. Et je vous assure, je ne fais pas exprès de choses. C'est les choses qui s'imposent à moi. Et là, je voulais traiter d'un sujet encore plus douloureux. C'est le terrorisme. C'est le terrorisme qui nous a beaucoup affectés en Europe et ailleurs dans le monde, où sont succédés des attentats. Il y avait des années où chaque année, il se passait plusieurs choses. Et je sentais le besoin de comprendre ce phénomène, d'essayer de le mettre en scène. Et le metteur en scène qui a en fait, mis en scène, c'est un Mallorquin, il s'appelle José Perapeiro, il est de Polència, à Mallorca, et il a fait un travail formidable, vraiment, en essayant de mettre en scène cette pièce qui a tourné. Elle a été jouée à Palma aussi. Et la pièce, au fait, je dis brièvement l'histoire, c'est un avion, donc un vol transatlantique entre la France et les États-Unis, New York. Et au beau milieu du vol, c'est un Marocain qui se lève et qui menace d'exploser. Il a un gilet de bombe, il veut l'exploser. Donc il maltraite les passagers, etc. Malchance pour lui, parmi les passagers, il y a son ami d'enfance. Vraiment, vous savez, les amitiés d'enfance dans les pays méditerranéens sont très très fortes, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et alors, évidemment, le gars qui voit son ami en train de menacer d'exploser intervient. Il essaye de faire tout ce qu'il peut pour essayer de dissuader son ami, qui évidemment le reconnaît, qui est déstabilisé par cette rencontre totalement imprévue. Et il oppose aux arguments, vous savez, les arguments souvent des terroristes, on le sait, c'est l'idéologie islamiste, etc., etc. Il lui oppose au contraire l'émotion de l'enfance, les souvenirs de leurs parents. Ils étaient des voisins, ils s'aimaient beaucoup, ils avaient beaucoup partagé, etc., etc. Bref, au bout, disons, d'une cinquantaine de minutes dans le temps de la pièce, il parvient à attendrir son ami, et au moment où il lui enlève le gilet de bombe, tous les passagers, y compris le commandant du bord, un Américain, se jettent sur donc la personne et disons, habités par un sentiment de haine, de vengeance, parce qu'ils pensaient qu'il allait les tuer. Ils en étaient certains, ils ont vécu la frayeur, la peur,
Et alors, que pensez-vous qu'a fait maintenant l'ami qui tient le gilet? Il commence à dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'arrête pas. Il voit que son ami va peut-être mourir, non, par ce lynchage collectif. Et sans disons, le penser, il commence à menacer avec le gilet de bombe. Et donc, le tournement de l'histoire, c'est-à-dire que l'ami qui a fait la médiation, qui a essayé simplement de sauver la situation, se trouve, malgré lui, presque dans un geste instinctif de menacer. Et alors, au tournement de la situation, donc là, le commandant se calme, il demande à Adèle, donc ce personnage, de lui remettre tranquille, mais sauf que l'autre doute maintenant, parce que son ami lui dit, c'est ça que je t'ai dit, tu ne peux pas faire confiance aux Occidentaux. Donc il lui remet tout ça sur, toi tu iras à Guantanamo, à la chaise électrique, ne fais pas confiance, ne lui donne pas la bombe. Et Adèle, le personnage, donc, commence à douter, qu'est-ce que je fais, etc. Et pendant ce temps-là, l'avion arrive sur l'espace aérien américain, et que font les Américains? Ils envoient les chasseurs bombardiers, parce qu'ils ne pourraient pas permettre à un avion de vivre un autre 11 septembre. Et je termine la pièce là. Je dis parce qu'on sait qu'il y aura mort, qu'il y aura explosion, mais qui l'a fait, pourquoi, comment, je laisse aux spectateurs de décider. C'est drôle, les discussions après la pièce, souvent les gens disent « Ah non, c'est sûr, c'est les Américains qui ont fait ça. C'est sûr, c'est... Non, c'est l'autre, etc. » Je laisse au public de débattre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer cette idée, comment la violence, elle est quelque chose, si on ne la contrôle pas à temps, elle n'arrête pas de grossir. C'est-à-dire, elle passe de l'un à l'autre. On avait un terroriste, puis l'autre qui était un médiateur se trouve à menacer, et après, la menace est une autre venue plus grosse encore de l'extérieur. Et peut-être l'idée que je souhaitais faire passer, c'est que la violence, si on ne la contrôle pas à temps, c'est comme un feu. Quand le feu commence, ce qu'il faut faire, c'est de l'arrêter tout de suite, parce que sinon, il arrive un moment où c'est trop tard, où il consume tout. Voilà, je m'arrête là, peut-être avec ces quelques exemples. Moi, je ne suis pas un penseur, donc généralement, je m'en sors en essayant de partager les petites histoires que je confectionne. Je peux dire juste sur, vous savez, nous les auteurs, donc il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme, auquel on donne beaucoup d'importance. Et j'essaie en sorte que la forme aussi puisse aussi montrer cette espèce de choc et de chaos que j'essaie de mettre en scène. Et j'utilise beaucoup les langues, par exemple. Ça, c'est dans mes pièces, alors ça parle anglais, espagnol, français, arabe, Bambara, Wolof. Et c'est une dynamique que je trouve intéressante, qu'on ne voit pas beaucoup au théâtre, malheureusement. Essayer de montrer une espèce de chaos, non, formel aussi, pour véhiculer cette idée-là dans le but. Au fait, le but, c'est quoi? C'est vivre, parce que je le vis à mon niveau, une catharsis, non? Et j'espère aussi le faire vivre aux spectateurs. Voilà, je te donne à toi maintenant la parole, Judith. Toi, en tant que directrice culturelle d'un grand centre culturel, le CCCB à Barcelone, que tu es la directrice, mais tu as travaillé bien avant comme responsable des débats, non, dans ce centre. Est-ce que tu as touché à ce sujet-là, la guerre et la violence? Sí, gracias, Ahmed. Oui, merci Ahmed. Eh bien, j'aimerais bien reprendre le sujet que vous avez cité, parce que nous sommes deux personnes, sans doute, de même que vous avez dit, nous n'avons pas vécu la guerre, en vie. Et on est quelque peu impressionné par ce titre, mais c'est vrai que personnellement, et je ne sais pas, depuis ma perspective, je fais partie de cette génération en Espagne qui est née sous la démocratie et qui a toujours plané le silence et les tabous de la guerre civile dans notre pays. C'est pourquoi nous non plus, on nous a raconté la guerre. Et c'est vrai que cette génération-ci a commencé à lancer des questions, et aussi la littérature, le cinéma
a été certainement le premier langage qui a ouvert de manière très systématique depuis quelques années ce besoin de comprendre ce qui était arrivé dans notre pays après une génération qui pratiquement a été maîtrisée par le silence. Et je crois que c'est très important de parler de ces blessures qui sont encore ouvertes dans notre pays et dans tant de pays et qui continuent à saigner d'une certaine manière, et que soudainement on observe certaines blessures qui commencent à saigner quand on touche certains sujets de notre mémoire historique. Et en revenant sur Camus, aussi l'importance de comprendre l'histoire, le passé, pour ensuite pouvoir agir sur le présent, me semble incontournable. Moi, pour parler de mon expérience personnelle et professionnelle, mon grand moteur a toujours été la promotion du débat critique sur les grands sujets du monde contemporain. J'ai eu la chance et maintenant le privilège de diriger le Centre culturel contemporain de Barcelone, un établissement très singulier et une institution multidisciplinaire dédiée à la réflexion sous différents formats et langages sur certains des questions du présent. Nous le faisons à travers des grandes expositions thématiques, des festivals de cinéma, des salons de littérature, des débats philosophiques de toutes les disciplines, et aussi très récemment depuis un nouveau programme de médiation et d'éducation, car nous sommes convaincus de l'importance de lancer des ponts entre le monde de la culture et et d'autres milieux, et il est très important effectivement de tisser ces ponts-là, ces communications. Nous aimons comprendre le monde comme un monde où la guerre existe, la réalité est là, il existe le conflit et le mal fait partie de la condition humaine. Je crois que c'est aussi très camusien, n'est-ce pas, de ne pas croire que quelque chose qui est très bien, de dire que la bonté existe. Non, elle existe, mais elle cohabite ou coexiste avec le mal aussi. Et nous partons d'un engagement complet de la culture comme un espace de promotion de l'imagination d'un autre monde possible. Pour moi et toute l'équipe du CCB, la culture fondamentalement est un outil pour donner un sens au fait de vivre ensemble. Nous vivons ensemble, la planète est peuplée par des gens très différents et nous avons besoin d'un fil de conducteur ou de coexistence pacifique entre des différents. Et pour nous, la culture est essentiellement cela, un instrument pour donner un sens au fait de vivre ensemble et également un instrument de la promotion de l'imagination comme un canal, comme une voie ou manière d'imaginer un monde meilleur, comme ceci a été dit par Mathieu, un monde alternatif à celui que nous avons. Pour moi, la culture aussi a une fonction, en dernière instance, politique, n'est-ce pas ? Une fonction, comme on disait, de promouvoir le débat critique comme une façon de défendre les principes de la démocratie, un débat critique entre des personnes différentes. Je crois que dans le monde actuel, il nous manque des espaces pour d'avoir un débat reposé, critique, nous permettant de contreposer des visions différentes, et aussi avec ce regard philosophique ou politique que nous avons de la culture. Pour nous aussi, c'est le fait d'avoir ces espaces de présence où on puisse créer des communautés, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui puissent se rencontrer, des personnes différentes, dans un espace physique. Pour nous aussi, c'est très important, cette dimension enracinée sur un territoire ou une ville concrète comme celle de Barcelone, où nous avons besoin d'espaces publics, je dis bien, qui peuvent être des places, peuvent être des rues ou des écoles, des marchés, des ports, mais aussi des espaces culturels qui sont effectivement des espaces publics où des personnes différentes peuvent se rencontrer. C'est très important pour nous. Et voilà un peu ce regard, ce dernier regard que nous avons. Et actuellement, nous croyons qu'après une pandémie de 2 ans qui a repoussé les personnes dans leur intérieur, dans les espaces intérieurs, et où le monde numérique nous a obligés effectivement à nous confirmer dans nos petites communautés, nous réaffirmer nos opinions préexistantes, nous pensons qu'une fois de plus, il est absolument nécessaire d'avoir des espaces ouverts, connectés, des espaces physiques où les personnes
peuvent physiquement se rencontrer. Et c'est pourquoi pour nous, c'est aussi important pour le CCB, cette réflexion aussi sur l'urbanisme. Ça l'a toujours été. Comment la forme des espaces dans lesquels nous vivons sont importants. Et en parlant, je parle aussi un peu de manière abstraite d'exemples concrets. Nous avons une programmation pendant toute l'année, très intense. Nous avons fait certaines expositions sur la guerre, sur ces éléments qui déterminent ou qui pouvaient être communs dans tous les conflits armés, l'identification, la définition d'abord de l'ennemi, n'est-ce pas? Nous avons également fait une grande exposition sur Tchernobyl, qui une fois de plus eh bien, apparaît avec l'envahissement de l'Ukraine. Nous avons également fait, à l'issue de cette nouvelle guerre, certains débats, n'est-ce pas, avec les communautés ukrainiennes et russes et biélorusses de Barcelone pour leur donner eh bien, une voix et aussi nous donner la possibilité de comprendre à nous-mêmes les clés de ce conflit qui étaient déjà annoncées mais qui n'ont pas pu être anticipées cependant. Nous faisons partie également, et j'ai beaucoup aimé écouter Abdo, nous faisons partie d'un réseau international Artistes en Risque, qui est un réseau d'artistes de différentes disciplines qui vivent dans leur propre pays et nous essayons de leur offrir notre espace également comme un espace d'hospitalité, une espèce de refuge de ces artistes de différents pays en conflit peuvent venir et se retrouver. C'est aussi comme des réactions à des espaces de conflit qui existent véritablement dans le monde et à travers des programmes très pragmatiques de donner un soutien à des artistes et des créateurs de différentes disciplines et à donner aussi des éléments à notre public en général, le grand public, des clés pour comprendre les différentes dimensions de la guerre. Mais nous aimons aussi, un peu dans cette ligne de Camus et cette ligne de tout son travail d'Eliadgar, d'également encourager la conversation entre cultures, ces espaces, des espaces partagés entre différentes perspectives culturelles, linguistiques des différentes parties du monde. Par exemple, nous avons soutenu une série de rencontres avec des villes du Proche-Orient, comme Jérusalem, Istanbul, Le Caire, et aussi essayer de les présenter depuis une autre perspective que celle offerte par les médias, qui est toujours à travers la guerre, n'est-ce pas, le conflit du moment, les extrémismes. Non, montrer également l'histoire, la vie culturelle et donner une voix aux artistes et aux créateurs de ces villes-là pour avoir une autre approche. C'est pourquoi nous faisons un travail réactif pour comprendre les urgences du monde contemporain, mais durant toute l'année, nous faisons également un travail très à fond, véritablement, d'être conscient de tout ce qui nous unit malgré toutes les différentes présentes. Et je tiens aussi à souligner cette vocation d'être pont entre les cultures les plus locales, entre la vie culturelle de la ville de Barcelone ou Catalogne en Espagne, mais aussi la capacité d'ouverture au monde avec ce dialogue entre le monde et Barcelone nous semble très important et nous aimons imaginer que le CCB est un espace qui sert de pont et de dialogue parce que nous partons de cette idée d'interdépendance que nous avons entre les différentes parties du monde. Voilà un peu alors le lieu depuis lequel je travaille et depuis lequel nous essayons d'aborder ces questions-là. Très bien. Vous êtes plus optimiste que moi. Moi, on a entendu plusieurs fois le mot dialogue. Ce n'est pas un mot qui, en vérité, que vous trouverez dans mes œuvres, mais surtout le choc. Parce que je pense qu'il y a un choc, il existe et la meilleure façon, c'est de le mettre en scène, pour le comprendre, pour que chacun puisse aussi se libérer de ses démons, non, de ses préjugés. Et peut-être la stratégie dans mes œuvres a toujours été ça, d'assumer ce choc et d'essayer de le mettre en scène, en fait.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que l'art, en plus, a toujours ce regard quelque peu naïf de penser, parce que c'est vrai que pour moi, l'art, en général, est quelque chose, c'est un miroir, n'est-ce pas, un reflet du conflit qui marque la société profondément, et qu'il faut essayer de laisser cet espace, n'est-ce pas, pour véritablement faire passer les choses et que ce soit un reflet du conflit qui détermine différentes options. C'est le rôle de la culture ou de la création en général, la création artistique. Que peut faire l'art et la culture contre la guerre, en général, disons? Bon, je crois que demander à l'art en soi une responsabilité supplémentaire à celle des êtres humains, c'est peut-être un peu injuste et dépassé. Mais pour moi, l'art, cependant, a toujours été un précurseur d'autres façons d'imagination. C'est toujours la capacité de vivre dans une autre époque à travers la fiction, la littérature, le cinéma, le théâtre. Cette capacité de nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de nous mettre dans la peau d'un autre endroit, d'un autre moment historique. Et pour moi, c'est un travail de fond, de promouvoir cette idée, de cet exercice d'imagination, d'empathie aussi nécessaire pour pouvoir lutter contre les conflits et contre la guerre. Une fois la guerre a explosé, est apparu, je ne sais pas si l'art peut résoudre quelque chose. Ce serait trop exagéré de demander cette responsabilité additionnelle. Mais je confie cependant, et je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, je crois que le monde va très mal et que véritablement l'évolution du monde est très inquiétante. Mais comme le disait très bien Camus, la véritable générosité avec l'avenir, c'est donner tout au présent. Et tant qu'on sera ici, et ce que nous devons faire, c'est nous engager avec le présent et contribuer, chacun d'entre nous, depuis son espace, depuis son langage, depuis sa propre capacité et son milieu pour créer un espace de construction d'un avenir différent. Oui, moi je pense que, pour ajouter à ce que veut dire Judith, s'il y a une chose que peut faire l'art et la culture, c'est le recul. Je trouve souvent triste que quand il se passe quelque chose dans le monde, les artistes et les écrivains ils se précipitent à prendre position. On les voit dans les télés, dans les débats, etc. Alors que je trouve que ce que l'artiste peut apporter, c'est de prendre le recul et de nous expliquer peut-être quelles sont les raisons profondes de la guerre. Moi, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué dans ce sens, c'est Ferdinand Céline. Alors Ferdinand Céline, on le sait, c'était un antisémite, un raciste, un misanthrope. Il l'a payé très cher parce qu'il reste un auteur inconnu alors que tout le monde est d'accord que c'est le plus grand écrivain du XXe siècle de la France et peut-être même de l'Europe. Mais Céline nous a rendu un grand service avec surtout son œuvre majeure, Voyage au bout de la nuit, où il a eu une position par rapport à la guerre qui était à l'époque absolument surprenante. Et à mon avis, elle reste insurpassable encore aujourd'hui. Au fait, je résume un petit peu la pensée de cette œuvre de Céline. Il dit que les raisons profondes de la guerre, ce ne sont pas ce que disent les uns et les autres, qui ont tous leur argument. Si on prend le cas de la guerre maintenant entre Russes et Ukrainiens, vous écoutez les uns, ils ont leur argument. Vous écoutez les autres, ils ont leur argument. Et Céline dit, non, la guerre, c'est que les uns et les autres croient dans cette espèce de patriotisme stupide qui fait qu'on accepte de mourir pour sa patrie. Et Céline, courageusement, clairement, il disait que c'est là le problème et c'est ça qu'il faut tuer si on veut arrêter de faire la guerre. C'était pas seulement du pacifisme, c'était aller encore plus loin. Et il y avait des pages sublimes dans son œuvre où il montrait comment, il expliquait comment il craignait plus ses généraux français que les Allemands.
parce qu'il disait qu'il y avait cette folie d'aller vers la mort, à tel point que son personnage, il y a un moment où il essaye de se faire prisonnier par les Allemands, parce qu'il dit que c'était la seule chose, peut-être c'était la seule manière de survivre. Non, s'il veut survivre, c'est de se faire prisonnier avec les Allemands, parce que s'il reste avec ses généraux français, ils allaient le mettre, ils allaient l'envoyer à l'abattoir à la mort, ce qu'il appelait d'ailleurs l'abattoir international de folie. J'ai appris de Céline ça, c'est-à-dire l'artiste qui doit essayer de nous éclairer sur les raisons profondes de la guerre. Et je trouve que depuis, et d'ailleurs on dit que le germe de la pensée de Céline, c'était le germe de l'Union européenne. Hein, quand les pays européens ont dit ça suffit, on arrête, on ne peut plus faire de guerre à cause des frontières, à cause des territoires. Mais on en est encore là. On en est encore là. Les gens s'identifient trop aux territoires, s'identifient trop aux frontières. Il y a quelques siècles, les gens s'identifiaient à la religion. Ça a fait beaucoup de dégâts. On connaît les guerres de religion en Europe parce qu'être protestant ou être catholique, c'était tellement... on voyait ça comme quelque chose, une identité qui exclut. On fait encore la même chose, mais cette fois-ci avec les territoires et les nations. Et voilà. Donc moi, je pense que peut-être l'art, peut-être la fonction, c'est de nous libérer un peu de cette servitude, non, par rapport à ces jeux identitaires qui créent la guerre. Non? Sí, parlant En parlant d'influence, j'aimerais souligner l'influence de deux femmes, deux autrices de disciplines différentes. La première, c'est Hannah Arendt, la philosophe qui a fait le portrait de la vulnérabilité, de l'ambivalence de la condition humaine. Une femme réfugiée du nazisme et qui nous aide à comprendre, encore une fois, comment lutter contre le fascisme, alors que résonnent des bruits concernant non seulement la guerre, mais de la crise de la démocratie, du retour du fascisme. Alexievitch, une autre femme et une autre Nobel qui parle de la guerre, non pas avec un regard traditionnellement masculin, patriotique de l'armée, de la récupération de l'Empire, souvent inventé, comme dans le cas de la guerre d'Ukraine. Non, du point de vue des victimes du quotidien, victimes qui sont souvent des femmes. Et aujourd'hui, la voix de Svetlana Alexievitch résonne fortement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, revendiquant la figure de femmes, de penseurs qui ont réfléchi à partir de l'expérience quotidienne de ceux qui souffrent. Donc je voulais faire un petit hommage à Svetlana et à d'autres écrivaines silenciées qui ne peuvent pas parler de ce qui se passe dans le cas de l'Ukraine. Et en parlant d'influence et de lieux où l'on parle, tu as parlé de la diversité linguistique dans ton œuvre. Il me semble que le multilinguisme est un espace, est une manière d'être dans le monde d'aujourd'hui. C'est une expérience. La plupart des pays du monde, en fait, sont multilingues. Nous pensons en Catalogne que nous sommes les seuls à être multilingues. Mais il coexiste deux langues. En fait, à Barcelone, il y a un tas de langues qui se parlent. Mais je pense que le multilinguisme et la traduction sont de très grands instruments pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, parce que la traduction, ce n'est pas seulement une technique des traducteurs, des interprètes qui permettent aujourd'hui que nous nous comprenions aujourd'hui en différentes langues, mais qui comprennent ou acceptent que dans la communication avec l'autre, on perd toujours quelque chose. Il y a un point de pureté qui disparaît. Et il y a un point d'impureté
entre la communication, dans la communication entre les gens qui parlent des langues différentes, qu'il faut revendiquer, me semble-t-il. Et c'est pourquoi j'aime bien vivre à partir de l'incarnation du multilinguisme et de la traduction comme une manière de construire un monde où des personnes de différentes origines peuvent coexister de manière pacifique. Donc demander un monde où chacun puisse s'exprimer dans sa langue est aussi une manière pratique et concrète de montrer, de démontrer qu'on peut coexister malgré les frontières. Bon, je crois c'est peut-être le moment d'ouvrir le débat. Il y a une question dans la salle. J'espère qu'il manque des micros. Non, je suis désolé, mais on n'entend pas monsieur dans la salle. Non. Je suis désolé, mais je n'entends pas. No se oye. Il faudrait expliquer la raison. C'est très très lointain, on n'entend pas la question. Je suis désolé. Le son qui parle de la position de l'artiste, on n'entend pas, on n'entend pas. On n'entend pas. Oui, excusez-nous, c'est qu'on parle sans micro depuis la salle et le son ne parvient pas aux interprètes. Désolé. Ça a été un icône contre les bombardiers, la guerre. Et Miro avait fait cette affiche « Aider l'Espagne ». Donc l'artiste doit effectivement montrer sa position. Et doit-il prendre ou non une position? Merci de votre question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Nous allons entendre quelques questions de la salle. On va répondre ensuite. Non, il faut... Nous nous excusons, mais on n'entendait pas le micro de salle. On n'entend pas. Nous sommes désolés, mais le son ne nous parvient pas. Plus fort, peut-être. Oui. Oui. Ah là, c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon. Merci. J'aimerais savoir comment doit réagir ou répondre un artiste à un fanatisme de n'importe quelle section religieuse, disons philosophique. Comment est possible qu'on puisse répondre à ça? Je veux dire, quelqu'un ici dans la salle a vécu la guerre. J'aimerais savoir, c'est facile de parler de la guerre quand on n'est pas dans la guerre. Mais une fois qu'on est dedans, c'est plus compliqué. Le message est très difficile à faire recevoir. J'ai aimé ce que vous avez expliqué de votre œuvre dans l'avion, c'est très bien, mais il fallait savoir comment répondre à ça. Vraiment, comment doit répondre un artiste? Avec des messages, comme disait monsieur, avec des tableaux, avec de la musique. Comment? Mais vraiment, comment? Il faut des réponses, pas simplement une théorie. Comment on fait ça? Merci. Oui. Non, en fait, les deux questions se rejoignent. Et bien sûr, l'artiste peut prendre position, mais alors, pour moi, il se confond avec l'activisme. Bon, peut-être quand il y a la guerre déjà, alors peut-être c'est la première réaction, alors il faut faire de l'activisme. Mais pour moi, si l'art s'arrête là, il n'aura pas accompli sa mission. Je trouve que l'artiste,
ce que je dis, c'est que au-delà d'une réalité, il y a les raisons profondes dans l'humain, dans la condition humaine. Et je donne un exemple, la guerre des religions. En Europe, on a terminé avec les guerres des religions. Et ce n'est pas parce qu'on s'est mis d'accord ou que... Non, c'est parce qu'on a arrêté avec l'effort des Lumières. Et c'est là où les artistes, les écrivains, les intellectuels ont joué un rôle fondamental. On a arrêté de s'identifier à la religion. Et c'était ça. Une chose que les musulmans n'arrivent pas à faire encore. Et c'est l'effort qu'ils doivent faire, c'est-à-dire arrêter de s'identifier en premier plan avec une religion qui justifie qu'on se met en conflit ou en guerre avec celui qui n'est pas de ma religion. Je dis que nous devons faire le même, l'artiste, et j'inclus aussi là-dedans le philosophe, l'intellectuel, et pas seulement la création artistique, disons, littéralement comprise. Il y a un effort dans ce sens. Il y a un effort de nous faire réfléchir, c'est comme désamorcer quelque chose qui nous pousse à chaque fois à aller dans ces tensions-là et dans ces chocs-là. Bien sûr, c'est un processus extrêmement difficile, c'est un processus long, parce que c'est générationnel. Ce n'est pas parce qu'un artiste va dire quelque chose que tout de suite il y aura, on en voit la conséquence. C'est un processus long, mais c'est le processus, à mon avis, de la création et de la philosophie. Autrement dit, on va être, ce que je vois souvent malheureusement aujourd'hui, on est dans une espèce d'action-réaction. Il y a les nouvelles qui sortent, on a les intellectuels qui débattent, ils prennent position, ils sont là, après d'autres choses arrivent et on prend encore position et on arrête. On est comme ça à chaque fois dépassé par les événements. Quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la société qui prend du recul par rapport à tout ça et qui peut-être nous aide à maîtriser qu'est-ce qui fait qu'on fait la guerre. Parce que c'est ça, je crois, la question profonde. Non pas qui des Russes et des Ukrainiens a raison, mais pourquoi les Russes et les Ukrainiens ont cette... Et c'est là où je trouve Céline, il a donné une réponse que, à moi, elle m'inspire beaucoup. Céline va très loin. Il dit que la seule réponse, c'est la lâcheté, c'est la désertion. C'est-à-dire que les gens refusent de faire la guerre, de mourir pour un territoire ou pour une patrie. C'était choquant à l'époque. Mais, mine de rien, l'Union européenne, il est né avec cette idée-là. Non sais si tu veux ajouter plus de choses. Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Il est difficile de définir ou d'exiger une position ou un engagement politique aux artistes, mais je pense que n'importe quel créateur, avec son œuvre, est l'expression d'une voix. Donc, c'est la vocation de partager. On peut décider quel est le degré d'engagement politique, mais il y a toujours un engagement dans l'expression publique de la parole et de l'art en général. Il y a toujours un degré d'engagement dans cette volonté de partager et d'exprimer, de s'exprimer dans n'importe quelle discipline artistique. Bonjour. Bonjour. Oui. Nous ne vous voyons pas. Peut-être que... j'espère que nous vous... Je suis Anton Solé et je suis un pacifiste radical. Cela dit, vous savez peut-être que les actions que l'industrie des armements ont prises, enfin, vous savez, les actions des entreprises d'armement sont en train de monter l'industrie de l'armement et celui qui prend le plus de bénéfices. Le budget annuel d'armement est de 2,9 avec un tas de zéros derrière, milliards de dollars dépensés chaque année pour que fonctionne l'industrie de l'armement.
parce qu'elle génère des bénéfices, elle doit générer des guerres, parce que si elle ne génère pas des guerres, alors les produits de l'armement ne servent à rien. Donc vous savez qu'à tout moment, en ce moment, il y a 36 guerres dans le monde, et l'un des plus meurtriers, c'est la guerre du Yémen, qui tue. Ce sont des bombes américaines qui tombent, et de l'armement espagnol. Je le dis parce que nous devrions tous être conscients que comment nous investissons notre argent. Les banques ont la tendance à investir dans des industries qui génèrent beaucoup de bénéfices. Donc l'art devrait dénoncer cette relation qu'il y a entre nos investissements et le fait qu'il y a des conflits armés dans le monde en ce moment. Merci beaucoup pour mettre en contexte les conflits armés dans cette actualité. Oui, je voulais apporter l'idée à Fadajar. Oui, lorsqu'il y eut le génocide de Rwanda, où sont morts 800 000 personnes, il a fait un travail magnifique et lors d'une discussion, on lui a posé la question comment faire de l'art à partir d'une souffrance telle que celui-ci. On l'a vu dans le champ littéraire. Parfois, on dit bon, la littérature ne sert à rien. Et il a répondu je suis artiste. Si j'étais médecin, je pourrais choisir entre travailler dans une clinique privée ou aller sur le front. Bon, pas tous les artistes. Enfin, comme toute personne, nous prenons une position et l'artiste aussi. Je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. Et autre chose, on parle de l'artiste en temps de guerre. Nous avons une vision tellement générale de l'histoire et cette sensation de présent qui nous rend conscients du monde entier. Quand est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre ? J'imagine la guerre comme un petit diable qui bouge d'un côté à l'autre, mais y a-t-il déjà un moment de paix dans le monde ? Donc, je ne sais pas, mais c'est une vision. C'est-à-dire, on doit penser qu'en fait, le point de départ, c'est la guerre. Il faut lutter contre cela. Mais je ne sais pas si l'histoire nous montre qu'on peut vivre dans un monde de paix partout dans le monde, enfin qu'il y a la paix partout dans le monde. Sí, comparteixo absolutament la teva perspectiva, aquesta idea que la guerra és una constant en la història de la humanitat. Oui, je partage complètement que la guerre a été un élément permanent dans l'histoire de l'humanité. L'Union européenne, c'était triompher contre la guerre, c'était décider qu'on ne fera plus la guerre pour les frontières, pour le nationalisme. Après des siècles de guerre, la décision a été prise. Alors pourquoi on continue un pas en avant dans ce sens, oui, je suis optimiste. Mais il faut... Bon, c'est comme ça. Moi, je ne crois pas au territoire. Voilà, j'essaye d'éviter de le dire clairement et directement, mais je crois que c'est le plus tôt on va s'affranchir de cette espèce de... C'est-à-dire, ce travail qu'on a fait, vous savez, avant, les territoires, c'était la tribu, c'était même la ville. Les villes se fermaient la nuit. Si tu restais en dehors de la ville, tu pouvais mourir, tu pouvais être agressé. Alors après, on a aboli ces frontières-là et on a construit des nations. C'est très bien, c'était un grand pas dans l'histoire de l'humanité. Sauf que ces nations sont devenues des frontières meurtrières aussi. L'Europe l'a vécu pendant des siècles. L'Europe a dépassé ça. Et on a un exemple vivant de comment on peut construire une superstructure où il y aurait la paix. Sauf qu'on voit bien que c'est très fragile. Moi, je trouve que c'est encore très fragile. Et que surtout dans les autres régions du monde, on n'en est pas encore là. On a encore cet attachement obsessif au territoire qui fait que ça peut générer des guerres.
Voilà, je pense que c'est à ce niveau que peut-être les artistes, et là je voudrais célébrer aussi l'œuvre de Mathias Enard, non? Mathias Enard, d'une certaine manière, c'est ça qu'il nous fait vivre quand on le lit. Il essaye de montrer le monde comme quelque chose qu'on peut habiter un peu partout. C'est difficile d'expliquer, il faut vraiment lire ses œuvres pour voir un peu cette sensation qu'il crée, où il essaye d'abolir les frontières, non pas en créant un monde homogène, mais simplement d'être toujours dans une position d'envie de connaître l'autre, de le comprendre, de se mettre à sa place. Voilà, pour moi, une œuvre qui va dans ce sens. Aquí hay una pregunta. Oui, là, il y a une question. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'ai beaucoup aimé l'enfance partagée dans cette histoire que vous avez racontée de l'avion et du terrorisme. Pour moi, l'art a la responsabilité de maintenir cet espace ludique, de créer ce lien aussi puissant. Ces enfants qui jouaient, n'est-ce pas, qui jouaient ensemble, qui se connaissaient parfaitement, qui maintenaient des relations sans se connaître véritablement, mais il y avait un espace de jeu. Et pour moi, cet espace est bien très évocateur. Et je crois que cet espace ludique, nous puissions le maintenir dans nos villes. Des espaces où on puisse partager des choses, partager depuis différents vécus de vie même, avec des langues différentes. Je crois que c'est très, très important. Et je voudrais que vous parliez un peu aussi de comment le capitalisme limite ces espaces de partage et les transforme en marché, ces espaces, et nous empêche d'une certaine manière ces espaces ludiques où il n'y a pas de concurrence, où il n'y a pas d'exclusivité et où on peut renforcer les liens entre les personnes. Je suis très intéressé par ces espaces comme espaces libres et ludiques. Et voilà un peu ce que... J'aimerais bien que si vous pouvez un peu développer cette question-là. Merci. Nous allons prendre une deuxième question et après nous réagissons. Bien, moi je voudrais tout simplement d'abord remercier la clarté de votre pensée, parce que je crois que le sujet essentiel, c'est quelle est l'identité, n'est-ce pas? L'identité est bien le point de gravité sur lequel on doit construire les situations dans le monde. Si le point de gravité, ce sont des groupes, c'est-à-dire si les identités, c'est les groupes, et qu'existe le territoire, c'est impossible de penser cela en paix. Si l'identité, par contre, est le talent de l'individu, c'est ce qui pourrait demeurer dans le 21e siècle, alors là, on pourrait penser à un siècle sans guerre. Donc, pour moi, la clé, c'est le concept que vous a également développé Miguel Ángel Moratino, d'envisager un monde où on va vers le white humanity, c'est-à-dire vers un monde des règles à niveau global. Et comme l'identité ne peut pas avoir de vide, si l'identité ce ne sont plus les groupes, ni les territoires, ni les nations, quelle est alors l'identité? Et l'identité, finalement, c'est la valeur de chaque personne. C'est ce qui pourrait changer dans le 21e siècle par rapport au siècle précédent. Et je crois que l'artiste en temps de guerre a une tâche plus difficile parce que les vents de la guerre sont si puissants que de changer l'évolution est difficile. Mais l'artiste pouvant s'anticiper, oui, s'il s'anticipe à la guerre, il peut avoir un rôle. Et cet artiste se basant sur le concept du talent de la personne dans le 21e siècle, cela pourrait être un mouvement très puissant. Merci. Bien, je partage sans doute les deux perspectives qui ont été offertes, c'est-à-dire, et pour moi, pour revenir sur le fil de ce qui vient d'être dit, l'identité que nous devons revendiquer n'est pas l'identité fixe
comme on disait aussi hier lors de la célébration du jury, mais comme une identité mobile et multiple. Et pour moi, l'artiste ou l'art et la culture sont des espaces de création de liens. Et je crois qu'aspirer à un monde où il n'y ait pas de territoire me semble aussi, comment dirais-je, un peu irréel. Les territoires existent et c'est la façon d'organisation que nous avons de cette planète. Ce qui importe, c'est néanmoins créer des espaces de lien entre ces territoires et identités qui soient mutables et qui soient des espaces de rencontres et très multiples. Moi, ce que je crois, c'est que la culture a ce pouvoir, n'est-ce pas, de créer, de générer un lieu de rencontre et d'un lien avec ce monde cosmopolite de lequel vous citiez. Parce que c'est un monde où véritablement on peut partager tant de choses, comme ceci est dit dans l'œuvre de Matthias Hénard. Et le monde de la pandémie nous a montré combien on est interdépendant, qu'un virus est apparu dans une petite ville asiatique ne peut pas paralyser le monde. Et ceux qui défendent la fin de la mondialisation, je crois qu'on vit encore plus mondialisé que jamais. Et c'est donc un monde qui a besoin de ces espaces d'interrelation, de relations entre les langues, cultures et personnes différentes, n'est-ce pas? Oui, ce que... L'émotion, dirais yo. Quando escrevi esta obra... Quand moi j'écris cette œuvre sur le terrorisme, quand j'imaginais une personne qui est sur le point de se faire exploser, qu'est-ce qui peut arrêter cette volonté? Un discours idéologique? Non, parce qu'il a des arguments, il se défend de lui-même. La seule chose qui pouvait l'ébranler et qui pouvait fonctionner, c'était l'émotion, le monde des émotions. Mais l'émotion qui pourrait alors fonctionner, c'est celui de l'enfance. Et quand cette personne voit face à lui son voisin, son ami de toujours, de l'enfance, avec tout ce qui définit ces paysages du Sud, avec des liens très forts dans l'enfance, et cela véritablement le frappe que de voir son ami en face. Et je vais plutôt m'expliquer davantage, je ne veux pas dévoiler davantage d'histoire, mais d'une certaine manière, vous essayez de m'aider, je vous en prie, on va lire une petite scène pour illustrer davantage ce que je disais. Permettez-moi. Ceci appartient à Tombouctou, 52 días al lomo de un camello. Et rappelez-vous, 52 jours sur le dos d'un chameau, et il est avec un soldat, et arrive un Touareg avec son chameau. Et la scène est celle-là. Et moi, je fais le rôle de Touareg, c'est ça, allez, vas-y. Voilà, moi, je serai le soldat et vous, le Touareg, d'accord. Votre passeport. Quoi? Votre passeport, votre identité. Excusez-moi, je croise depuis toujours, mon grand. Mais vous avez les pieds sur le territoire de la République de Mali. Ah oui? Vous êtes en train de rentrer dans la République du Niger. Oui, oui, monsieur. Et qui a dit cela? Les Blancs l'ont dit. Et nous, nous le répétons. D'où venez-vous? De mon magasin. Et il se trouve où votre magasin? À l'est. Et demain, Inch'Allah, je serai du côté du nord. Vous avez besoin d'un visa. Attendez. Mes chameaux ont soif. Je dois leur donner à boire. Et le puits est là-bas, derrière vous. Je le vois. Je ne suis pas votre enfant et le puits n'est pas là. Il est dans mon pays, ce puits. Donc, vous repartez à votre pays, vous cherchez l'ambassade dans votre pays, vous demandez un visa de séjour. Vous dites le motif, faire boire mes chameaux dans mon pays qui n'est pas le vôtre. Où se trouve votre pays? Ah, bon, d'abord, vous devez trouver votre propre pays. Vous demandez un passeport à la police de votre pays avant d'aller à l'ambassade de mon pays dans votre pays. Écoutez, mon enfant, peut-être mon pays, c'est le même que le mien. Alors, vous allez à l'ambassade de mon pays, avant... Ah non, merde, allez rentrer puis donnez à boire à vos chameaux, je vous en prie. Bon, voilà, c'était une scène simplement pour illustrer ce que je pense. Et ce que le Touareg fait,
évidemment, ce n'est pas rentrer dans le jeu d'identité, mon pays, ton pays, etc., mais de rompre cette logique. Et à la fin, ça fonctionne. Ça fait partie du théâtre, évidemment, mais la réalité n'est pas très loin de ça. Bon. Qu'en penses-tu, Sandra? Nous arrêtons ici, peut-être, notre colloque, notre dialogue. Bon, merci beaucoup à vous tous de la patience. Ahmed. Molt bé. Sí, sí. Muchísimas gracias a los dos. Bien, merci, un grand merci aux deux de nous avoir restitué aussi d'une certaine manière. Je ne sais pas si on a répondu à ces grandes questions posées, mais c'est vrai évidemment ce que l'on a respiré maintenant, c'est ces rires, cet espace ludique aussi nécessaire, qui est cet espace où souffler ce que nous offre la culture. Et dans cette façon de terminer, vous nous l'avez démontré, et qui nous permet à relier ce que nous allons faire à partir de 4h30 avec ce titre de Anne Proutot, « Vivre, c'est ne pas se résigner ». Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes en train de le démontrer. Grand merci à vous tous. Pues nos vemos a las 4:30.